Les besoins des populations au XXIe siècle, c'est réussir la transition écologique et sociale. Et c'est un besoin qui est collectif, qui est national, qui est mondial, mais il a une implication et une application dans les territoires. Et cette mise en application, elle passe par de l'expérimentation. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer par transformer tout le monde d'un coup. Tout le monde est débordé par l'énormité de la tâche. Et donc, ce qu'on se dit, nous, c'est de se dire comment on fait pour inventer des petits endroits dans lesquels on teste. Et il y a plein de manières de tester, il y a plein de problématiques différentes dans lesquelles on teste l'hospitalité, l'accueil des migrants, l'intégration des personnes en grande difficulté et en grande précarité, comment on teste le vivre ensemble, le projet collectif, la possibilité de l'action citoyenne au dehors du vote ou de la manifestation, comment on se donne plutôt un lieu d'action positive plutôt qu'un endroit de protestation et de demande vis-à-vis de décision et de pouvoir qui vient d'en haut. Donc comment on relocalise l'initiative et la transformation sociale, et le tiers-lieu, c'est le lieu de cette transformation et de cette initiative. Et donc c'est cet espace de liberté dans lequel on agit pour le collectif, mais c'est une initiative citoyenne, donc elle est privée en quelque sorte. Et c'est ce mélange-là, et c'est une belle opportunité pour les territoires d'avoir un endroit de transformation, un lieu de transformation. Et oui, c'est un risque dans une certaine mesure, et en même temps c'est une belle opportunité et c'est un beau moyen de commencer cette transition. Et je pense, voilà. Moi, je rajouterais peut-être que dans les territoires ruraux, et parfois on peut aussi faire l'analogie dans certains QPV, il y a un déficit l'action publique, elle est souvent un peu éloignée des habitants. Soit parce que les services sont disparus, soit parce que les distances sont importantes, les moyens de transport créent un décalage. Et le tiers-lieu, c'est vraiment un réceptacle pour des gens qui ont envie de venir en prolongation de l'action publique et qui se battent aussi pour l'intérêt général. C'est-à-dire que certes, c'est un endroit où on va faire cohabiter des entreprises et tout ça, mais c'est aussi une vraie main tendue vers le vivre ensemble. Et du coup, je pense que c'est vraiment intéressant pour répondre à ta question, quand les collectivités jouent le jeu et disent bon mais voilà, c'est un bon sparring partner, on va construire ensemble, il y a des choses que nous on ne peut pas faire en tant que collectivité, on parlait tout à l'heure de la réglementation et tout ça, les collectivités elles en ont plus que toutes les autres de la réglementation, et nous parfois on a de l'agilité, ça permet d'aller chercher des publics qu'eux ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas toucher, il y a des choses qu'on peut faire de façon beaucoup plus directe, et là je pense que dans ce rôle-là, le tiers-lieu a toute sa place, et en fait face au recul des services publics quand même ces dernières années, on peut vraiment venir compenser des manques qu'il peut y avoir. Et ça, je pense que les élus qui ont compris ça, avec des collectifs dynamiques, eh ben, ça fait des territoires qui marchent bien. Vraiment. Il y en a plein des exemples. Nous, par exemple, tu vois, on se rendait compte que Rodez est une ville dans laquelle il y a un gros manque sur des contrats aidés, alors qu'on est une ville quasiment en plein emploi. On a 4% de chômage, 5%, on dit qu'entre 4% c'est incompressible. Grosso modo, on a 1% de vrais demandeurs d'emploi. Et pour autant, le centre-ville était dépourvu de postes pour des gens en insertion. Et comme on est dans un territoire sur lequel les transports en commun sont quand même pas très développés, ben la personne qui était potentiellement bénéficiaire d'un emploi en insertion en centre-ville, elle ne trouvait pas de boulot. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, en contactant le département qui s'occupe de ça, on s'est rendu compte que c'était pertinent en montant un chantier d'insertion. Pendant le Covid, des exemples, il y en a des milliers, parce que les collectivités, les Francas, les crèches, les machins, ils étaient tous blindés de réglementation et nous on avait plein d'espace. C'est-à-dire que moi je vois mes gamins, ils ne pouvaient plus sortir dans la cour. Plus de droit, la cour n'était pas assez grande pour qu'ils puissent sortir à plus de 4 ou 5 enfants. Et nous on avait 50 à 1000 m². Clairement on a été capable d'assurer la distanciation, on avait une agilité, c'est-à-dire que nous on prend notre téléphone, on appelle la directrice, on lui dit viens chez nous, si tu veux, elle vient. Si on doit passer par toute la remontée administrative et tout ça, ça se fait dans 6 mois. Quoi. Et donc du coup, c'est ce genre de choses. Des exemples comme ça, il y en a des au quotidien, en fait, tous les jours. Là, on avait la semaine du goût, on voyait que nous, on a un tiers-lieu qui est très inspiré par l'alimentation, par les circuits courts, par le consommé local et tout ça. Et bien, on s'est rendu compte qu'en 3-4 jours, on a réuni une dizaine d'acteurs économiques du territoire, dont le 3 étoiles du coin, le poissonnier, le boulanger, les pâtissières. Et on a fait une semaine du goût pour 240 gamins. C'est-à-dire qu'un truc qui n'arrivait pas à se monter, en plus avec le Covid et tout ça, nous on a une agilité. Et quand on fait faire ça, en plus on le fait sans retour, c'est gratuit, c'est complètement ouvert.
on leur offre le repas le midi. Mais quand on fait ça, c'est juste que nous, on a cette agilité. Une mairie, surtout dans le contexte actuel, elle n'aurait jamais pu faire ce genre d'événement. Voilà. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut apporter de l'agilité. Vraiment. Il y a cette agilité, il y a une économie de moyens, on peut faire beaucoup avec pas grand-chose. Il y a le volet de l'indétermination, c'est-à-dire qu'on peut se lancer dans un projet sans que on n'a pas de risque politique. Ou pas trop, on a assez peu de risques financiers, enfin en tout cas on peut assez facilement maîtriser notre risque, on a assez peu de risques réglementaires aussi, en tout cas il est beaucoup moins contraignant, et puis après on a une gouvernance très transparente, très ouverte, donc c'est assez facile de faire rentrer des initiatives, et sur le plan de l'initiative, en fait c'est ça qui est, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que il est clair, et aujourd'hui en plus on est plein à avoir besoin d'agir, on est malade de ne pas pouvoir agir. Donc, je trouve qu'aujourd'hui elle n'est pas encore bien développée, mais la maladie du 21e siècle c'est voir quelque chose qui nous arrive dessus et ne pas savoir bouger, ne pas réussir à sentir à sa place. Et il y a de plus en plus de gens qui ont un mal-être vis-à-vis de ça. Et donc c'est hyper important de créer des espaces d'action, ne serait-ce que pour le bien-être psychique de chacun. Je sais pas si ça va réussir à transformer la société, mais au moins ça va permettre de s'exprimer d'une manière qui soit pas... Ça nous fait du bien, ça nous permet d'échapper à la violence ou au déni ou au refus. Et en fait, je pense que c'est important de créer des espaces d'action. Je trouve qu'il est difficile aujourd'hui dans l'espace public ou dans le cadre dans le lieu public aujourd'hui de laisser place à ces espaces d'initiative et d'action. Donc c'est offrir ça. Après, quels exemples on peut donner ? Bah oui, bien sûr les exemples du Covid où en fait, quand on est à un tiers-lieu, on va être immédiatement contacté par les 15 restaurants du quartier qui vont nous dire « Ah bah ça ferme pendant 3 mois, bah tenez, prenez 12 kilos de jambon, 25 fromages, du foie gras ». Et ensuite de distribuer ça pendant 2 ou 3 mois dans des hôtels à des gens qui sont en souffrance psychologique, qui ont faim, ou qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de cuisine et qui n'ont plus de restaurant parce que tout a fermé. Donc trouver des solutions comme ça, les mettre en place de manière rapide, c'est des choses hyper efficaces. Et au-delà de ça, on peut même aussi, vraiment sur l'agilité, même au niveau de ce qu'on fait, c'est-à-dire la prise en main d'un lieu. Je voudrais parler de l'exemple de l'auberge marseillaise, qui est un projet qu'on a construit en quelques mois, où l'auberge de jeunesse de Marseille ferme. On l'apprend assez rapidement, et 4 mois plus tard, on crée un centre d'hébergement de femmes victimes de violences avec 7 partenaires de l'accompagnement social, où finalement on crée une forme de partenariat dans lequel le Yes We Camp crée de la coordination de projet, va chercher des financements extérieurs, et construit un espace qui est ouvert et communautaire et travaille plutôt sur les règles de communauté de vivre ensemble. Et en parallèle, tous les autres partenaires sont sur le choix des publics, l'accompagnement social, l'accompagnement en soins, l'accompagnement à la santé. Et monter ce genre de partenariat, garantir la prise en main d'un ERP, le savoir-faire technique et réglementaire pour pouvoir rassurer la collectivité, signer la convention, coordonner des gens qui sont mis à disposition. Et faire ça sur un modèle qui va peut-être durer 3 mois, qui va peut-être durer 6 mois, qui va peut-être durer 1 an. Voilà, c'est ça qu'on sait faire quand on sait monter un tiers-lieu. Là vraiment dans l'immédiat, je trouve que les tiers-lieux se mettent souvent en précarité. Les gens ils commencent vite de manière bénévole. On prend beaucoup de risques parce qu'on a envie de réussir. Donc je trouve que la puissance publique elle peut nous accompagner à plusieurs endroits. D'abord parce que dans le prolongement de ce que fait un tiers-lieu, il y a beaucoup d'actions d'intérêt général, il y a beaucoup de prolongement de politique publique, et donc c'est normal qu'il y ait un financement qui vienne accompagner ces lieux-là. Mais un financement pour un tiers-lieu aujourd'hui c'est un casse-tête parce qu'on n'est pas dans l'action sociale, l'aide à l'enfance, on n'est pas dans l'intégration par l'activité économique, on est un petit peu de tout ça. Et donc ce qui manque c'est des interlocuteurs qualifiés sur cette dimension de l'action collective, de l'action citoyenne, et comment on accompagne, comment on reconnaît la valeur de cela, et ne pas demander en permanence à chaque endroit de tiers-lieu de devoir prouver sa valeur, mais pouvoir aussi créer des cadres de confiance et de valeur sur ce genre d'action. Et la puissance publique elle a les moyens de faire ça. Et c'est très difficile aussi d'aller toquer à la porte du département dans lequel il y a la culture, l'aide sociale. Il faut 4 interlocuteurs au département, 5 à la métropole.
6 à la ville et 3 à la région. C'est un travail qui est perdu sur vraiment l'intérêt qu'on peut construire. Enfin, on est obligé de dédier quand même pas mal de temps là-dessus. Et c'est particulièrement vrai pour les tiers-lieux parce qu'ils sont très hybrides. Donc oui, avoir un interlocuteur transverse, avoir des gens formés dans les collectivités à du montage de projets complexes ou polycompétences. Il y a vraiment une question de la réglementation temporaire, quand on veut prendre en main rapidement. Moi j'aime beaucoup l'émergence, donc se dire on peut faire un tiers-lieu d'abord éphémère avant d'en faire un pérenne. Et pour permettre l'éphémère, il faut faciliter la réglementation de l'éphémère. Aujourd'hui, quand on doit poser un permis de construire pour construire une cabane qui va durer 3 ans, c'est pas adapté. Et en même temps, on ne peut pas non plus rentrer dans une réglementation événementielle qui est aussi inadaptée. Donc il n'y a pas de réglementation sur cet usage intermédiaire de 2-3 ans. C'est vraiment typiquement là, sur l'action d'IS Weekend, en tout cas ce n'est pas forcément le cas de tous les autres acteurs, mais je trouve ça assez important. Et après, de manière générale, je trouve qu'il faut rendre facile la mise à disposition d'espaces vacants, que ce soit de l'espace vacant public, mais quelque part, je pense qu'il faudrait punir. Il faut rendre illégal le maintien à vide de grands espaces et de bâtiments. Aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être 10% du foncier qui est construit et qui est inutilisé, ou alors qui va être détruit pour des raisons pas toujours valables. Et on peut plus se permettre ça. Enfin, en fait, en termes de ressources de sable, ressources humaines, de construction, on peut plus se permettre de casser ou de laisser vide. Et donc agir sur cette vacance en contraignant la mise à disposition. C'est aussi une proposition qu'on peut faire. Moi je pense qu'il y a encore de la pédagogie à faire à tous les niveaux, sachant que celle qui progresse le plus vite c'est la pédagogie auprès des collectifs qui il y a quelques années étaient complètement désordonnés et tout ça. Aujourd'hui on voit qu'ils se structurent, notamment avec la génération des 20-30 ans aujourd'hui qui a envie d'être aligné sur ce qu'il fait, donc des gens qui sortent d'école, qui pigent vite, et on sort de l'ancien monde associatif, un peu d'un entre-soi et tout ça. On sent qu'il y a vraiment de la matière grise qui arrive, et donc au niveau des collectifs c'est là que je dirais que la pédagogie avance le plus vite, et là c'est assez rassurant. Côté des collectivités par contre, il y a vraiment un gros boulot pour expliquer aux élus qu'un tiers-lieu ça ne se gère pas comme une salle des fêtes. Et comme tu disais, c'est pas en mettant un SIAP, une alarme incendie et puis que le tiers-lieu va fonctionner, quoi. Et ou en mettant un secrétaire de mairie pour faire tourner le tiers-lieu. Et du coup, là, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, de formation, parce qu'on se retrouve encore avec des gens qui disent... si on parlait avec des mots très capitalistiques, moi je crains vraiment le retournement de marché au niveau des tiers-lieux, tant il y a des élus qui disent « Ah, j'ai un vieux bâtiment dont je ne sais pas quoi faire, je vais faire un tiers-lieu ». Donc c'est-à-dire ils font bosser un cabinet d'archi, ils font un tiers-lieu, ce qu'ils appellent un tiers-lieu, avec un espace de coworking, un endroit de restauration et un ou deux services, et le truc est vide, et il ne marche pas. Et ça, quelque part, c'est hyper pénalisant pour toutes les autres initiatives, pour tous les gens qui se battent et qui donnent du contenu à leur lieu. Et donc, il faut vraiment faire cette pédagogie de dire aux élus, ok, un tiers-lieu, ça ne se fait pas sans les habitants, un tiers-lieu, ça ne se fait pas sans les entreprises du territoire, un tiers-lieu, ça ne se fait pas juste parce que vous avez un financement public qui tombe et que vous allez pouvoir réhabiliter votre vieil atelier municipal en je sais pas quoi. Et donc, du coup, il y a un moment où là, c'est vrai que c'est des choses sérieuses sur lesquelles on parle et de dynamique de territoire. Et bon, j'ai quand même bon espoir, ça va avancer, il y a des élus, on voit qu'il y a des territoires sur lesquels ça marche bien. Donc les visites apprenantes, tout ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes, parce que les élus, il n'y a qu'en leur montrant que ça peut marcher, qu'ils se rendent compte que ça peut marcher, il n'y a qu'en montrant, en laissant faire des citoyens, voilà. Et donc ouais, moi je pense qu'au-delà des foncières de territoire qui sont déjà des outils très adaptés aux tiers-lieux, qui peuvent aussi permettre de partager le risque et de quelque part de bénéficier de la garantie que peuvent apporter des gens qui ont déjà pignon sur rue. Je pense qu'il y a un peu la même chose à faire en termes d'animation, en termes de programmation dans les tiers-lieux, où du coup on peut arriver avec des méthodes à co-construire avec les collectivités, à co-construire avec les habitants. Donc ça c'est... Moi, j'ai un petit truc à compléter, peut-être aussi sur la démarche de l'action publique. Aujourd'hui, une politique publique, souvent, c'est quelque chose qui a été rédigé dans un bureau, et ensuite on lance un appel à projet et on met en concurrence plein d'acteurs qui s'arrachent et qui font le plus bas prix. Et souvent en plus dans des univers où en fait finalement c'est pas tellement la concurrence qui est le plus important. Donc en fait on met en concurrence des acteurs qui veulent apporter de l'intérêt général et qui du coup se déchirent les uns les autres et se battent pour réussir à gagner le marché. Et ok, c'est intéressant la commande publique et puis c'est un bel outil,
Et peut-être que de temps en temps, ça devrait être possible d'inverser, où on a une initiative privée qui est intéressante et dans laquelle on reconnaît de l'intérêt général, et comment la collectivité, au lieu de prendre cet acteur et le mettre en concurrence avec tous les autres, elle lui dit attends, il y a machin qui sont sur le territoire, moi, collectivité locale, je les connais bien parce que je suis l'endroit, le réceptacle du bien et de l'intérêt général, et peut-être que vous devriez vous mettre en lien parce que moi, j'ai une exigence, c'est que vous ayez de l'intérêt général dans tel et tel domaine, et vous allez pouvoir y arriver parce que je vais un peu vous accompagner. Et plutôt voilà, moi je voudrais bien être challengé par la collectivité pour que dans mon tiers-lieu, j'arrive à réussir des dimensions d'intérêt général qui n'auraient peut-être pas été évidentes avec mon partenariat initial, enrichir mon partenariat et collaborer avec des gens avec lesquels je partage une communauté d'intérêt, plutôt que de me retrouver en concurrence, à être dans le moins-disant financier pour produire quelque chose qui va être finalement assez restreint et assez peu intéressant.